Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des objets connectés et ce que je considère, que je défendrai lors du TEDx d'aujourd'hui, comme étant une future révolution inéluctable. En 1990, dans les années 90, c'est difficile de donner une date précise, apparaissait l'Internet 1.0. L'Internet 1.0, qu'est-ce que c'est ? C'est une révolution, une véritable révolution dans l'histoire des sciences, avec un accès illimité à la connaissance pour tous. Mais cet accès illimité, pour l'établir, deux difficultés. Premièrement, la création d'informations. Avant de mettre en ligne, il faut créer cette information et le savoir en quantité suffisante. Et la deuxième difficulté, c'était la mise en ligne. La mise en ligne était réservée, dans l'Internet 1.0, à ceux qui avaient la connaissance de l'informatique, en particulier les webmasters et tous les métiers qui gravitaient autour. Dans les années 2000, on va considérer que c'est 2003, apparaissait Internet 2.0 et les réseaux sociaux. Je n'ai pas considéré que c'était une révolution. J'ai considéré que c'était une avancée. Une avancée parce que beaucoup, peut-être pas dans cette salle, mais beaucoup sont passés à côté de cette avancée. Il y a des classes d'âge complètes qui n'ont jamais été concernées par Facebook, qui n'ont jamais été concernées par Twitter. Et donc, pour considérer qu'une chose soit une révolution, je pense qu'il faut que ça concerne absolument tout le monde. Or, ça n'était pas le cas des réseaux sociaux. Alors, quelle était cette avancée ? Cette avancée, c'est que finalement, on n'avait plus besoin de webmaster pour mettre de l'information en ligne. N'importe qui pouvait mettre de l'information qu'il avait créée ou qu'il jugeait bonne. N'importe qui pouvait la mettre en ligne. Alors, bien entendu, il reste toujours une difficulté qui fait d'ailleurs les limites du modèle Facebook en termes de valorisation, et tout le monde sait que Facebook a eu des problèmes lors de son introduction en bourse. Cette difficulté, elle est basée sur le fait que l'information, il faut toujours la créer. Et donc il faut amener l'utilisateur à créer cette information avant d'aller la mettre sur Internet. Et puis la deuxième difficulté, c'est que ces informations ne sont pas fiables. Elles ont été créées par les gens. Ce sont des informations qui sont, pour certaines du moins, des publications de commentaires sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, qui n'ont pas forcément un immense intérêt, qui n'ont pas forcément une immense fiabilité. En 2015, nous allons connaître cette fois-ci une révolution. Celle de l'Internet 3.0, du machine-to-machine et des objets connectés. Alors c'est une révolution, car dans les années qui vont venir, la création et le partage de données se fera sans intervention humaine. Uniquement par les objets qui vous entourent. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Celle des 30 premières secondes de votre journée dans quelques années. Alors quand vous allez vous lever dans quelques années, il sera 6h30, et vous vous réveillerez avec le sourire et avec la pêche. Pourtant il est 6h30, mais comme tous les jours d'ailleurs, vous vous réveillez tous les jours avec le sourire et la pêche. En fait, il y a une bonne raison à cela. C'est que vous ne vous êtes pas réveillé n'importe comment. Vous vous êtes réveillé parce que votre capteur de sommeil, que vous avez fixé sur vous, a détecté la phase optimale de votre sommeil pour vous faire réveiller au bon moment. Et typiquement à la fin d'une phase de sommeil paradoxal. C'est là que les spécialistes disent qu'il faut se réveiller. Et donc votre capteur de sommeil sera capable d'interpréter les cycles de votre sommeil, de les mémoriser d'ailleurs, on utilisera l'information après, pour que vous puissiez vous réveiller au bon moment. Voilà un premier objet connecté. On a passé 2 secondes dans votre journée. À présent, une fois que vous vous êtes réveillé, vous allez aller chercher vos habits. Et là, votre smartphone, compagnon de toujours, c'est déjà votre compagnon de toujours. Alors, demain, ça sera un petit peu plus. Votre smartphone va vous mettre un petit message en vous disant « Votre tenue optimale pour aujourd'hui serait ce magnifique haut rouge avec ce jean basket. » Pourquoi optimal ? Eh bien, optimal, tout simplement parce que votre smartphone, il se sera connecté, bien évidemment, sur votre capteur de sommeil, donc il saura quelle qualité de sommeil vous avez eu, dans quel état d'esprit, dans quelle humeur vous allez être dans la journée. Mais il n'aura pas fait que ça. Ça aurait été beaucoup plus loin. Il se sera également connecté sur la centrale météo de votre maison, pour savoir quel temps il fait, quelle température il fait réellement. Il se sera connecté également sur le service météo de Google Météo ou de Météo France. Et donc il connaîtra le temps qu'il va faire aux endroits où vous allez vous déplacer dans la journée.
aux endroits où vous allez vous déplacer dans la journée. C'est intéressant ça. Et oui, il va aussi se connecter sur votre agenda pour savoir où est-ce que vous avez une réunion et quel type de réunion vous allez avoir. Si vous avez une réunion avec le patron ou pour un contrat extrêmement important, et la tenue optimale, ce sera costard-cravate. Si vous avez un déjeuner avec des amis, ça sera beaucoup plus détendu. Si vous allez faire du sport, eh bien, ça sera tenue sportive. Éventuellement, on vous conseillera de prendre 2 tenues. Et voilà ce que ça va être l'Internet des objets connectés. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que demain, qu'est-ce que peut faire votre smartphone ? Eh bien, il ira se connecter sur votre corbeille à linge sale. Et oui, il ira se connecter sur votre corbeille à linge sale, puisque demain, tous vos habits seront équipés de petites puces RFID, Radio Frequency Identification, et votre corbeille à linge sale, de même que votre armoire, sera équipée d'un lecteur RFID, qui lui permettra de savoir en temps réel quel est le stock d'habits qui est dans la corbeille à linge sale et le stock d'habits que vous avez dans votre armoire. Mais ça va encore plus loin que ça. On peut continuer longtemps comme ça. Ça va encore plus loin que ça. Parce que bien évidemment, vous vous doutez que toutes ces informations, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes pour vous peut-être, mais elles sont intéressantes pour d'autres. Et c'est justement les autres qui vont vous proposer des services supplémentaires. Parce que bien évidemment, ce matin, vous vouliez mettre une magnifique chemise à carreaux roses. Mais cette magnifique chemise à carreaux roses, vous ne l'avez pas, parce qu'elle est au sale. C'est dramatique. Et donc, votre smartphone, à un moment bien choisi dans la matinée, va vous envoyer un petit message publicitaire vous disant qu'il existe des chemises à carreaux roses qui sont exceptionnellement aujourd'hui en promo dans votre magasin favori qui se situe juste à côté du lieu où vous finissez votre réunion à midi. Et donc, vous pouvez aller chercher cette fameuse chemise qui vous manquait ce matin dans votre garde-robe entre midi et 2 à la pause déjeuner et qu'en plus vous bénéficierez d'une extraordinaire promotion dessus. Tout ça, ça s'est passé en moins de 30 secondes. Vous êtes connecté sur les objets et services suivants, capteur de sommeil, capteur serveur météo, agenda connecté, corbeille à linge connecté, armoire à vêtements, les vêtements identifiables, la publicité ciblée, etc. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que tous ces objets, aujourd'hui, ils existent. Les capteurs de sommeil, il y a Fitbit, Sleep Tracker, serveur météo, agenda connecté, évidemment, les lecteurs RFID, c'est très courant, ça permet l'identification, notamment le suivi des stocks. Les vêtements identifiables, ça existe déjà. Chez Walmart, le Carrefour US, ça existe, notamment pour la gestion des stocks. Et au Japon, ça existe aussi. Dans les magasins haut de gamme de Shibuya à Tokyo, vous avez ce genre de truc, et quand vous prenez un vêtement identifié, automatiquement on sait que vous l'avez pris, et les écrans publicitaires se chargent de le mettre en scène sur des mannequins. Ça existe déjà. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive pas dans votre vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, qu'est-ce qui va le faire arriver ? Mais moi, je défends que c'est une révolution inéluctable, parce que les perspectives sont immenses. Alors, j'ai cité la source Intel. Le nombre d'objets connectés en milliards aujourd'hui, il est de 5 milliards à peu près. Le nombre d'objets connectés en 2020, ça sera 31 milliards, et le nombre d'objets connectés en 2025, on sera au-delà des 50 milliards. Je ne sais pas si vous voyez les perspectives de croissance du domaine. Le nombre d'objets dans une famille de 4 personnes, à horizon 2025, ça sera 50 objets pour une famille de 4 personnes. Et donc, inévitablement, vous aurez une corbeille à linge sale connectée. Alors vous allez me dire, bon, mais ils sont bien gentils, mais sur quoi on fonde cette extrapolation de chiffres de la part d'Intel ? Ben, c'est pas compliqué. Il y a une loi qui est communément acceptée par la communauté scientifique, qui s'appelle la loi de Metcalfe, qui dit que plus il y a d'utilisateurs dans un réseau, plus celui-ci a de la valeur. C'était assez évident comme loi. Simplement, c'est ce qui fonde la valorisation de groupes comme Facebook. Et c'est ce qui fonde aussi le problème de la limitation dans la valorisation de groupes comme Facebook, parce qu'il faut avoir de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus d'informations. L'impact de l'arrivée des objets connectés, ça va permettre plusieurs choses, 2 facteurs en particulier. Le premier, c'est de décupler la taille du réseau.
mais vraiment découplé, puisqu'on va passer de 5 milliards d'objets connectés, qui sont majoritairement des smartphones aujourd'hui, à 50 milliards dans quelques temps. Donc on va décupler la taille du réseau, et deuxièmement, on va assurer une production toujours croissante, et c'est peut-être le plus important, de données fiables. Parce que ce ne seront pas des données qui seront empreintes de votre subjectivité, mais ce seront des données qui seront diffusées via des capteurs calibrés sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Donc ça, c'est une véritable révolution. Et donc, les objets connectés, on l'imagine bien dans ce contexte-là, c'est un relais de croissance absolument immense, immense, pour toutes les majeures du Web 2.0, puisque la valorisation de ces groupes-là peut être multipliée par peut-être 5 ou 10 à terme. Et donc, pour cette simple raison, sachant que les majors du Web 2.0, c'est aujourd'hui les plus grosses valorisations boursières, notamment Facebook, Google, Apple, etc. Donc, pour cette simple et bonne raison, parce que c'est un relais de croissance extraordinaire, l'Internet des objets, pour cette simple et bonne raison, l'Internet des objets verra le jour et sera financé. Et il devrait même voir le jour de manière extrêmement rapide et extrêmement diffusée. Alors bien entendu, vous vous posez peut-être la question de où est-ce que vous allez acheter votre corbeille à linge sale connectée. Ce serait une très bonne question. Ben, la réponse elle est simple. Vu ce qu'on va faire avec les données qu'on va recueillir avec, on vous l'offrira. Le business model il sera basé là-dessus, inévitablement. Alors, un petit état de la technologie pour vous montrer qu'on n'est pas très loin. Alors, les capteurs et le processeur, donc tout ce qui sert à récupérer l'information, la traiter, tout ça, ça existe. On sait faire. Les réseaux de communication. Alors, il y a encore un besoin. C'est un besoin d'établir un standard. Alors, ce standard, il sera basé sur deux aspects principaux. Il faut qu'on puisse identifier de manière unique tous les objets, les 50 milliards d'objets. Or, l'identification actuelle par IPv4, donc le standard d'identification des ordi aujourd'hui, est trop juste. On sera obligé de passer à ce qu'on appelle IPv6, qui permet d'avoir beaucoup plus d'adresses. Et il faudra également des réseaux maillés, par exemple les réseaux I3E 802.15.4, tels que les réseaux Zigbee, qui sont des petits réseaux qui sont actuellement déployés. Alors, je fais de la pub. Ils sont déployés par exemple par une start-up avec laquelle je travaille dans les salles de fitness aujourd'hui. Avec une start-up locale. Alors, il faut savoir qu'un standard qui inclut l'IPv6 et qui inclut le Zigbee 3E 802.15.4, il existe aujourd'hui, il est émergent, il est en attente d'être vraiment terminé, finalisé, validé, mais ça s'appelle le 6LoWPAN. Donc cette question-là, elle est résolue. Ensuite, reste la question de l'autonomie. Alors là, on a besoin d'une autonomie de plusieurs années sans recharge. Parce que vous avez bien compris que le but, c'est de ne jamais, jamais, jamais mettre à contribution l'utilisateur. On lui apporte des services, mais ça doit être totalement transparent pour lui. Parce que si on lui demande un effort, il ne le fera pas. C'est la limite du modèle Facebook aujourd'hui. On lui demande un effort. Alors que demain, on ne lui demandera plus d'efforts. Si on arrive à faire des capteurs sans lui demander d'efforts, alors les perspectives sont immenses. Donc il faudra de l'autonomie à long terme. C'est peut-être le seul point technique qui aujourd'hui reste encore un peu problématique. Alors vous allez me dire, bon c'est bien gentil tout ça, mais il y a peut-être des risques. Alors oui, clairement, il y a des risques, je pense qu'il faut le dire. Premièrement, les objets connectés, c'est un danger pour la vie privée. Alors bon, on va revenir à notre coffre à linge sale connecté, pour voir tout ce qu'on peut faire avec un coffre à linge sale connecté. Ben, le coffre à linge sale connecté, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec? Vous allez pouvoir notamment savoir quels sont les habits qui sont à l'intérieur, mais le petit identifiant RFID qu'il y aura sur vos habits, bien évidemment, il va y avoir d'autres informations. On va savoir quel est le type de vêtement que c'est, la date de fabrication, l'adresse où il a été vendu, éventuellement, si le petit capteur est intelligent, combien de lessives il a passé. Donc vous allez avoir tout un tas d'informations, la taille du vêtement. Et donc, par l'analyse de votre coffre à linge sale, on pourra savoir combien il y a de personnes dans votre famille, quelle est la catégorie socio-professionnelle de chacun des membres de la famille. On pourra savoir quelles sont les habitudes de vie de la famille. Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous êtes plutôt retraité?
Est-ce que vous êtes plutôt jeune? Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire? Etc. Vous pourrez avoir toutes ces informations-là de manière très fine et très fiable. Mais on peut aller bien au-delà. Parce que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'historique de la vie de votre coffre à linge sale, eh bien vous saurez que par exemple, la corbeille à linge sale, elle est vidée tous les jeudis à 11h. Et si elle est vidée tous les jeudis à 11h, c'est que vous avez une femme de ménage. Ensuite, vous pourrez savoir que par exemple, madame ou monsieur fait la lessive 2 fois par semaine. Et puis si à un moment vous apercevez que la lessive n'est plus faite 2 fois par semaine, ça peut traduire beaucoup de choses. Ça peut traduire une maladie, ça peut traduire un divorce, ça peut traduire des tas de choses. Et en fait, il faut bien voir que l'énorme masse de données que vous allez pouvoir recueillir pourra permettre de dégager des comportements extrêmement fins à partir d'objets aussi singuliers qu'une corbeille à linge sale. Donc ça pose un véritable problème sur la vie privée, particulièrement exacerbé dans les sociétés totalitaires. Évidemment. Mais ce danger pour la vie privée n'est rien devant le dernier danger qu'on peut avoir, qui est le danger pour la vie tout court. Alors il faut savoir que les objets connectés ne seront pas forcément des gadgets connectés. Il y aura des objets connectés tels que la voiture connectée. Alors il y a un projet européen qui s'appelle eCall, qui doit entrer en service en 2015 normalement, qui vise à équiper toutes les voitures d'un émetteur qui se déclenche en cas d'accident, donc qui est relié au cœur de la voiture, à l'ordinateur de bord, et qui se déclenche en cas d'accident de manière à prévenir les secours. C'est formidable. Sauf que il y a des hackers qui ont craqué les cartes de crédit, il y a des hackers qui ont craqué les serveurs du Pentagone, il y en a qui sont rentrés à l'Élysée, il y en a qui sont rentrés dans les plus grandes banques du monde, et ils rentreront dans vos voitures. J'en fais le pari. Il n'y a aucune raison que sur les millions de voitures, ou les milliards de voitures qui vont être vendues, à partir de 2015, tout équipées, les gens qui veulent craquer les réseaux informatiques ne rentrent pas dedans. Et imaginez ce que ça peut donner en cas de piratage. On prend le contrôle sur une voiture, c'est une chose. Mais vous prenez le contrôle sur 50 000 voitures en même temps. Et vous désactivez le système de freinage. Ça s'appelle du terrorisme de masse. Et ça ouvre le champ à quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça fait peur. En conclusion, les objets connectés, ça sera une véritable révolution dans les services aux utilisateurs. Les objets connectés, c'est aussi un risque important à très grande échelle. Et donc il y a une urgence, réguler le secteur avant qu'il n'ait pris son essor. Je vous remercie.